Coucou. Salut. Salut. Bonjour à tous. Ton micro, Stéphane, ton micro. Ah, Ça commence fort. Donc, bonjour à tous. On est en Salut, direct Stéphane. sur la première table ronde de dimanche matin, ce qui explique peut-être le réveil calme de la table ronde. Et donc, c'est la troisième journée du Roll Event, donc un événement caritatif pour récolter de l'argent pour 4 associations de jour d'hôpital. Mais avant de plus vous parler de ça, je vais vous montrer un t-shirt qui est ici, qui est sur moi. Donc, c'est une illustration d'une voûte céleste, donc une carte du ciel, comme la thématique du Roll Event. Il est en vente sur la boutique du Roll Event. Allez voir le site. Et tous les bénéfices du t-shirt sont reversés à égalité entre les 4 associations bénéficiaires. Et le dessin qui est sur le t-shirt, c'est une carte étoile qui a été faite par un cartographe qui est spécialisé dans le jeu de rôle, qui s'appelle Ilantar. On va partager son site internet dans quelques instants dans le chat collectif. Et il a participé lui-même à une table ronde de vendredi soir sur l'utilité des cartes, qui est dispo en replay et qui sera dispo sur notre chaîne YouTube si vous voulez la revoir. On va commencer peut-être par un tour de table. On va parler des cartes qui ont marqué le jeu de rôle ou qui ont marqué plutôt nos intervenants. Et donc, je vais vous demander de vous présenter. Est-ce qu'on peut commencer par Jean-Marie, par exemple? Oh, pourquoi moi? J'ai rien fait, c'est pas moi. honneur aux jeunes. Ouais, c'est ça. Allez, il attaque fort. Je suis un vieux de la vieille, effectivement, ça y est pas photo. Je suis un vieux joueur. J'ai commencé à jouer en 82-83, je sais pas exactement, dans ces eaux-là. Par un pur hasard, j'ai découvert le jeu de rôle. Ça m'a complètement retourné la tête. Et à partir de là, comme je faisais des études de graphiste, de communication, j'ai essayé de rentrer chez Casus parce que c'était la référence absolue déjà à l'époque. J'ai donc réussi à rentrer chez Casus en faisant d'abord leur logo, le logo du magazine, et puis après, je suis rentré comme maquettiste. J'y suis resté de 89 à 99. Après, j'ai fait plein d'autres choses. Et puis, je suis revenu assez fort dans le jeu en 2015-2016, puisque j'ai été chef de projet sur Mega avec mon bon ami Didier Guizrix pour Léa Édition. Et puis, j'ai enchaîné sur Laïli, Capitaine Vaudou, pour Black Book. Et c'est à ce sujet-là que j'ai commencé à faire vraiment de la cartographie, puisque c'est le sujet de notre table ronde. Et on aura l'occasion d'en parler bien plus. Voilà, c'est à peu près le créneau. Aussi, je suis MJ Pro maintenant depuis 2021 parce que, comme un certain l'a fait remarquer, je suis très jeune et donc je suis à la retraite depuis 2023. Donc voilà, maintenant je suis MJ Pro et je fais jouer du monde. Voilà. Merci. Qui veut Gogotte, peut-être peux-tu te présenter? Oui, moi, je me surnomme Gogots. Moi j'ai bossé pendant pas mal de temps, pendant une dizaine d'années dans l'animation, dans le cinéma d'animation, et depuis quelques années, depuis à peu près ça fait quelques années déjà, je fais un peu de cartographie, un peu pour moi, parce que j'en avais besoin pour mes parties de jeux de rôle, à faire des cartes. Je faisais pas mal de Donjons et Dragons. Il y a besoin de faire des cartes pour faire du Donjons et Dragons. Et j'avais déjà fait j'avais partagé mon travail pour que les gens puissent faire leurs cartes aussi avec les mêmes éléments que moi que j'utilisais pour faire les miennes. J'avais fait des petits tutos sur internet, sur YouTube, pour montrer un peu comment je faisais. Et petit à petit, je me suis pris à ce jeu-là. Et aujourd'hui, j'ai arrêté l'animation et j'essaye de vivre justement en faisant de l'illustration. Notamment, et pas mal de cartographie, notamment avec via un Patreon, et j'essaie de montrer mon travail et le travail des autres d'ailleurs via YouTube et Twitch, où je fais des démonstrations de travail, de logiciels, des tutos, ce genre de choses. Ok, Voilà. merci beaucoup. Marc, à ton tour. Bon, on va faire bref. Moi, personnellement, je suis illustrateur freelance depuis une petite dizaine d'années. Et je suis passé à la carto il y a environ 4 ou 5 ans. Et voilà, entre-temps, j'ai été amené à travailler avec pas mal de boîtes, notamment des boîtes de jeux vidéo et de jeux de rôle,
comme Wizards of the Coast, Larian. Ok. C'est à peu près tout. Après, on peut parler de ma pratique du jeu de rôle. Quand le temps me le permet, quand je trouve moyen de ramener tout le monde, ce qui est assez rare malheureusement, il m'arrive d'animer des parties plutôt MJ, donc je pense plutôt à être meneur de partie. Et mon dada en ce moment, c'est plutôt tout ce qui tourne autour de l'OSR, jeu de rôle old school, etc. Ok, eh ben, merci. Je vais partager dans le chat du Twitch le lien de la table ronde qui est sur le site internet Roll20. Vous avez entre autres le bouton pour faire des dons aux associations. Mais dans le lien que j'ai partagé, il y a votre présentation à tous les trois avec les liens vers vos sites respectifs. Comme c'est assez visuel quand même le travail que vous faites, ça peut valoir le coup d'aller les voir sur un grand écran d'ordinateur. Mais on le verra pendant la table ronde. Donc, le sujet de la table ronde, c'est vrai que ce serait un sujet qui pourrait être abordé de façon historique. Voilà, l'histoire des cartes, avec un peu un mode archiviste, mais on n'a pas choisi de faire ça parce que c'est vrai que ça demanderait beaucoup de travail et ça serait peut-être un peu trop en mode conférence. On va plutôt l'aborder sur les cartes qui vous ont marqué, vous, à différents niveaux. Donc, moi, j'ai envie de commencer par une question un petit peu généraliste. C'est quoi la première carte qui vous a marqué dans quelque chose qui est lié à l'imaginaire, donc un roman, une bande dessinée, un film, un jeu de rôle, pourquoi pas, mais de façon large, c'est quoi la première carte qui vous a marqué, dont vous vous souvenez? Qui veut commencer? Je veux bien. C'est vrai que j'y réfléchissais quand tu m'as posé la question, j'étais là, des premières cartes, mais en fait, si, c'est l'île au trésor. En fait, en y réfléchissant un peu, c'est moi la carte qui m'a vraiment marqué, c'était quand j'étais gamin, j'adorais l'île au trésor, j'avais des petits bouquins illustrés de l'île au trésor, et en fait, il y avait cette carte-là, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est mon premier souvenir de carte, et en fait, qui est resté assez présent quand en y réfléchissant, ce truc-là. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça, et c'était assez bien parce que c'était à la fois un objet qui te permettait de se projeter dans l'histoire, de savoir où étaient les personnages, et en même temps, qui était un objet diégétique, et je pense que c'est en plus un objet qui a dû beaucoup marquer même toute l'iconographie qu'on se fait des pirates avec tout le temps ils ont toujours la carte au trésor, ce truc là, et en fait c'est ça, moi c'est mon premier souvenir de cartographie là que j'ai sur c'est ça, je pense le premier qui m'a marqué. Alors, justement, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, il y a un jeu de plateau qui est sorti il y a peut-être 3 ans, qui s'appelle, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais peut-être Carte au trésor, où on doit trouver un joueur joue un pirate un peu méchant qui a caché un trésor sur la carte, et les 3 autres jouent chacun des pirates avec chacun un pouvoir du bateau, et on écrit sur la carte, c'est une carte qui est glacée, qui est grand format. Et on pose des questions aux pirates méchants, mais des questions un peu imposées, genre est-ce que c'est au nord de la ruine Maya? Et il doit répondre la vérité. Et donc, on rature sur la carte la zone qu'on a délimitée. Et progressivement, comme ça, on essaie de recouper. Pour essayer de trouver. Ah, c'est rigolo ça, c'est rigolo. Comment ça J'ai trouvé que le fait de pouvoir écrire sur la carte et un peu faire la recherche sur une vraie carte, c'était assez surprenant comme jeu. Il s'appelle comment le jeu? Alors, je vais essayer de retrouver, c'est peut-être le nom du pirate, Blackmore. D'accord. J'essaie de retrouver. C'est pas grave. Jean-Marie, tu veux nous parler de la première carte dont tu te souviens? Ouais, je vais sans surprise. Ah, j'ai un peu d'écho. Sans surprise, c'est bêtement, c'est la Élite. J'en ai certainement vu d'autres avant, mais celle qui a déclenché ma passion pour le jeu, c'est la carte de Patrick Durand-Pérol dans le numéro 35 de Casus, que je montrerai tout à l'heure pour ceux qui la connaissent pas. Alors j'en avais vu bien sûr d'autres avant, mais pas qui me déclenche un imaginaire pareil. C'est vraiment le moment où je prends conscience que j'avais déjà joué un petit peu, j'avais découvert le jeu de rôle 2-3 ans auparavant, donc je m'y étais intéressé, j'avais vu passer des choses, mais le réel crush, c'est la carte de la Élite, parce que, pour une raison certainement très perso,
probablement un peu psychologique, psychiatrique, je sais pas quoi. C'est un lieu qui m'a tout de suite, qui est entré en résonance avec des choses que j'avais vécues, des lieux que j'avais rencontrés, que je retrouvais de manière presque magique sur cette carte. Et donc, voilà, à partir de là, je suis resté scotché là-dessus. Et c'est comme ça. Mais, ouais, là, on en parlera forcément, mais la capacité d'une cartographie à faire décoller les gens, moi, je trouve c'est quelque chose d'incroyable. Et la chance qu'on a, nous, de pouvoir faire de la carto et de montrer des choses aux gens qu'on a imaginées ou dont on s'est inspiré, c'est une chance extraordinaire. C'est vraiment, pour moi, c'est un des grands kiffs de ma vie, quoi. Voilà. Alors, on va faire une petite aparté. Moi, j'ai commencé le jeu de rôle en 89-90. Et donc, la Elite, pour moi aussi, ça a été la Elite dans Casus Belli. Ça a été un peu une claque. Et ça a été aussi l'idée de se dire que on pouvait créer une ville, une sorte de ville en totalité. Je prendrai l'exemple, c'est un peu le guide du routard d'une cité imaginaire. Mais dans le côté, on a vraiment un guide. On va pouvoir aller frapper à la porte de chaque établissement, monter la rue principale. Et sous ce côté d'avoir un supplément de jeu de rôle qui, en 30 ou 120 pages, présente une cité unique avec la carte des quartiers. Donc en français, presque gratuit dans un magazine, la Élite, c'était assez impressionnant. Et à côté de ça, il y avait d'autres villes, mais c'était souvent des villes qui étaient en anglais, Pavis, Deepwater. Et moi, j'ai toujours trouvé que les villes, avec la carte de la ville, qui est quand même assez bluffante, il y a un côté, on a l'impression de tomber dedans, quoi. On a l'impression d'être au bord de la carte et de tomber dedans. Vous en pensez quoi de ces cartes de ville ou de ces suppléments de jeu de rôle dédiés à une seule ville? Joker, j'ai déjà tout dit. Moi. Marc, à toi, t'as pas parlé encore. Ben, ça dépend en tant que cartographe ou en tant que rôliste. Peut-être en tant que rôliste, hein, on en reparlera après en plus. Ouais, non, parce que moi, en plus, en tant que rôliste, je suis pas trop branché environnement urbain en général. Je suis plutôt dans la bonne vieille recette contrée sauvage et donjon, grand donjon. Donc, plutôt une approche old school. Mais oui, j'ai quelques exemples de cartes de ville qui me viennent à l'esprit. Je peux citer éventuellement celle de Baldur's Gate, mais là, on est plus du côté du jeu vidéo. Ouais. Là, récemment, le petit coup de cœur que j'ai niveau carte de ville, c'est pour Dungeon Crawl Classics, le supplément basé sur l'Ankmar, donc inspiré de l'œuvre de Fritz Leiber, avec la cité. D'ailleurs, je dois la voir qui traîne là. Hop, dans mes rêves de carto. Alors, ça a été fait par Doug Kovacs, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, c'est moi qui ne sais plus comment partager. Ah, c'est bon. C'est normal. Ah, c'est bon, on a réglé les soucis techniques. Oui, théoriquement, oui. Théoriquement, pourvu que ça dure. Ça nous, voilà. Ouais, non, j'ai pas partagé le bon truc. Bon, écoutez, le temps que je règle le problème, si quelqu'un veut enchaîner. Il y a la carte de Ptolus qui vient de sortir là dans la version française de Black Book. En plus, ils l'ont sorti. Moi, je l'ai pas vu en vrai, mais j'ai vu des photos. Ils l'ont sorti sur un format gigantesque et tout. Je pense que ça doit être assez kiffant de se promener avec le doigt en regardant les rues, les machins, les trucs. C'est des beaux objets en plus. Alors, Ptolus, moi, j'ai vu passer la carte, mais je sais pas dans quel monde de donjon ça se trouve. Oh, c'est certainement comme la Elite. C'est un truc que tu places un peu où tu veux dans ta campagne. Tu le localises. La Elite, c'est une ville de pèlerinage qui est un peu loin du monde, un peu loin de tout. Donc, tu peux la glisser dans ton univers en la mettant dans un coin paumé. J'imagine que Ptolus, c'est à peu près pareil. Ok. J'ai partagé dans le chat le lien du jeu de plateau L'île au trésor. Ouais, j'ai vu, quelqu'un avait mis. Ah oui, on en avait parlé. Oui, c'est l'île au trésor, du coup, le nom. Voilà, avec la carte sur laquelle on peut écrire.
Marc, est-ce que tu as retrouvé une carte que tu veux nous partager? Oui, je l'ai partagée là, celle de Lankmar. Je ne sais pas s'il y a moyen de l'afficher. Là, nickel. Yes. Donc voilà. C'est du Doug Kovacs. J'aime beaucoup ce que fait le monsieur. C'est très urbain. C'est très très urbain. Bah, c'est uniquement la cité de la Toge Noire. Voilà, pour les amateurs de fantasy à l'ancienne. Petit coup de cœur récent. J'attends qu'il soit traduit en français. Il paraît que ça va être fait. J'ai une petite idée de qui va s'en charger, mais bon, on va se lancer dans des trucs. Par contre, je vois sur le chat que quelqu'un fait allusion à la carte de Morrowind, et c'est aussi personnellement un de mes premiers coups de cœur cartographiques, essentiellement parce que cette carte était utile en jeu. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Certains lieux, certains donjons, certains petits points d'intérêt étaient visibles sur la carte papier, et on pouvait s'en aider pour les découvrir en jeu. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu à l'époque. J'ai pas connu bien sûr les vieux classiques comme les Ultima, etc. Oui, il y a aussi des cartes assez riches. Mais personnellement, oui, gros coup de cœur pour la carte de Morrowind. D'ailleurs, je l'ai quelque part là. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des premières cartes qui t'a marqué? Disons que, oui, elle m'a marqué. C'est peut-être une des cartes que j'ai eu le plus sous le nez, en fait, quand j'étais ado. Ok. Alors moi, on a parlé un petit peu avec Marc quand on préparait la table ronde, Voilà, et on s'est dit qu'il y a beaucoup d'univers, de romans, d'heroic fantasy, qui après ont inspiré le jeu de rôle, qui ont des cartes en 3e et 4e de couverture. On ouvre le bouquin d'heroic fantasy, on ouvre la bande dessinée. Et en 3e et 4e de couverture, on a une carte de présentation du monde. Est-ce que vous, ça vous dit quelque chose de ce genre de roman ou BD que vous avez lu? Et est-ce que en même temps, souvent ces romans-là, ces cycles-là, ils ont vraiment marqué beaucoup l'imaginaire et après ils ont été adaptés en jeu de rôle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre la carte et cette création de monde? Non, moi j'ai pas ça en stock. J'attends que je peux sauter sur le truc. Hein, mais... Vas-y, saute sur le truc. Ah non, mais non, là, moi, je pense que peut-être la carte qui dira qui fera tilt le plus à tout le monde, c'est celle du Seigneur des Anneaux, celle des Terres du Milieu dessinée par Tolkien, qui peut être la plus connue, la plus vue, la plus iconique, disons, des cartes de fantasy. Et oui, alors là, pour le coup, j'ai peut-être d'autres références aussi. Donc, oui, on parle de l'influence là de la carto des romans et des BD sur le jeu de rôle. Je pense que c'est un bon départ. Pour ce qui est de la partie héritage, c'est des bouquins qu'on retrouve dans l'appendice N, qui a été partagé à l'époque par Gary Gygax, je ne sais plus dans quelle édition de Donjons et Dragons, où on retrouve la liste de toutes les œuvres de fantasy qui ont inspiré l'auteur dans la création de Donjons et Dragons. On y retrouve évidemment Tolkien, mais aussi, par exemple, Howard, l'auteur de Conan. D'ailleurs, j'ai une petite carte à partager là qui peut s'avérer intéressante, puisqu'on est dans cette notion d'héritage cartographique. Je vous la partage tout de suite. Voilà. Alors ça, c'est une carte de Howard lui-même, qu'il a dessinée quand il élaborait la région iborienne. Et on voit la façon dont elle est calquée sur la géographie de notre monde, en fait. On voit bien les différentes régions qui se superposent. Donc oui, la carto essentielle dès le début dans le world building, dans la création de l'univers de fantasy, et donc de fait, c'est également vrai pour le jeu de rôle. Mais je pense qu'on y reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure. Je vais laisser la parole aux autres un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'on t'entend pas, Stéphane. Micro. Stéphane, micro. Oui. Excuse-moi, God, je te laisse parler. Vas-y. Non, je dis, j'ai l'impression, souvent on a besoin de ces cartes dans les univers imaginaires, comme
des mondes comme la Terre du Milieu ou le monde ibérique iborien de Conan, parce on a besoin de s'y repérer, ou même par exemple dans Game of Thrones, on va nous parler de lieux, on va nous parler beaucoup de voyages, et du coup si on ne sait pas est-ce que c'est à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, vers où il dirige, ça paraît très abstrait, et je pense que dans ces mondes imaginaires on a besoin en tout cas moi c'est très utile d'avoir un petit truc sur lequel je puisse me repérer, même par exemple quand je vais lire des bouquins, ou par exemple j'écoute souvent des livres audio, ça peut m'arriver de me dire attends mais est-ce que il n'y a pas une carte qui a été faite, qui n'a pas existé, quand on va commencer à me parler de contrées lointaines à côté, de savoir qui sont les voisins, et en particulier s'il peut y avoir un peu de diplomatie, on va te parler de diplomatie ou de politique extérieure dans ces mondes-là qui peuvent être très riches, et d'avoir une carte c'est presque indispensable en fait à la compréhension de l'univers aussi. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on en a besoin que ce soit dans les BD ou dans les romans en particulier, d'avoir de pouvoir se placer nous-mêmes dedans, d'essayer de pouvoir se placer physiquement, de se dire ok je suis ici avec eux, et où est-ce que sont les choses autour de moi. À ce propos, justement, je suis en train de lire Gagner la guerre de Jaworski. Je suis super étonné qu'il n'y ait pas une carte dans le bouquin, parce que les lieux décrits sont fascinants, ça tout le monde le sait, mais se spatialiser, pour moi, ça m'aiderait énormément. Alors, j'ai pas besoin de ça pour rentrer dans le bouquin, parce que vu la qualité d'écriture, c'est pas nécessaire d'avoir des plus, mais quand même, je serais heureux de me dire Sudialia, c'est là, le royaume machin, c'est là, les marches bidules, c'est là. Très honnêtement, euh, c'est un truc qui me manque, par exemple. Et je trouve que s'il y en avait davantage, je sais que Maxime Chatham a fait, sur un de ses romans, a demandé, je crois que c'est Olivier Sanfilippo, Ouais. qui lui a fait une carte du lieu où se passait le roman. Je trouve ça super bien, quoi. C'est super agréable. Et, et justement, ça aide à l'imaginaire pour les gens qui sont pas habitués à conceptualiser ou à se projeter. C'est vraiment une aide pour localiser les choses et se les approprier, je pense. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'avais entendu parler que le générique de Game of Thrones, où il y a la fameuse vue sur la carte, où en plus il y a des mouvements de caméra qui vont d'une ville à l'autre, il n'était pas prévu à l'origine dans c'était pas ça le générique d'origine. C'est qu'ils se sont rendus compte, après avoir tourné 3-4 épisodes et avoir fait des tests avec du public, que les gens avaient beaucoup de mal Ouais, ouais. à se repérer quand même, au début de Game of Thrones, on nous apprend quand même beaucoup de familles nobles en concurrence qui sont à chaque fois avec un château significatif, avec une ville significative. Et on a du mal à se repérer quand même sur la carte. Et ils ont rajouté cette cartographie dans le générique pour aider les gens. Et ça rejoint un peu ce que tu dis par rapport à la carte, mais il y a aussi l'idée que il y a le côté agréable, c'est-à-dire on est quand même en train de vivre une aventure dans un monde qui prend corps pendant la lecture. Et avant de reprendre la lecture ou avant de fermer le bouquin, on peut aller jeter un coup d'œil sur la carte en se disant, voilà, on est à cet endroit-là dans le monde et le monde devient plus réel parce qu'il y a une cartographie, une sorte Hum, de dessin, mais aussi peut-être quelque chose de scientifique hum. qui a décrit le monde qui existe vraiment. Alors, Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que le générique de Game of Thrones a fait des petits depuis, mais alors, il est extra. Enfin, visuellement, c'est une tuerie, quoi. C'est vraiment une tuerie. Après, je sais pas si on s'y repère très bien quand même sur ce générique. Moi, Ah ouais. on me montre des lieux, mais je sais pas moi vraiment où je suis. Hein. Il est très beau, mais je sais pas si si les gens vraiment arrivent à se repérer avec dans l'univers. Moi, je sais que quand j'ai vu la carte de Game of Thrones, je connaissais pas les bouquins, j'ai vu ça, je l'ai découvert avec la série comme beaucoup de monde. Et, de voir la carte et de savoir où sont les gens, ça m'a permis quand même d'un peu mieux comprendre. Alors, le mur au nord, il est au nord. Oui, ça j'avais compris. Bon, j'avais compris qu'en dessus c'était glacé, il y avait des trucs Faut méchants. pas y aller. Faut pas y aller. et
donc, par rapport à ces mondes qui sont créés plutôt dans des romans, ben, y a l'idée que les cartes, elles peuvent aider à créer un monde. Là, on parle plus d'un monde de jeu de rôle. Alors, si je ne me trompe pas, quand l'Aélite a été créée, donc c'est la ville qui a été créée, mais il y avait le sous-entendu qu'il y avait 6 provinces autour du lac, mais qui ont été décrites plus tard. Mais est-ce que déjà la carte d'origine des années début 90, il y avait déjà une sorte de projection des 6 provinces en disant bah voilà, elles existent, mais on ne les décrit pas. Tu t'en souviens, Jean-Marie? Ah oui, 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 ça je m'en souviens. Je m'en souviens d'autant plus que le prochain supplément à sortir sur la Élite, c'est justement ces 6 provinces. Euh, en fait, le numéro 35 de Casus s'est concentré sur la ville parce que, comme l'édition qu'on a fait en 2001 avec Black Book, il y avait largement de quoi s'occuper juste sur la ville. Mais déjà, l'extérieur de la ville, l'entourage de la ville était évoqué avec ces provinces. Et on a, dans les numéros qui ont suivi, on a eu des suppléments, enfin, on a eu des informations et une carte sommaire de comment étaient positionnées ces 6 provinces autour du 2e lac, qui est après la Divine Écluse. Sans rentrer dans les détails, ces provinces existaient d'origine. Là, sur la nouvelle version qui va sortir, je pense, au printemps, là, elle part en maquette. On a fait la même mécanique en cartographie, enfin, j'ai fait la même mécanique en cartographie que nous l'avons fait avec les co-auteurs en texte, c'est-à-dire qu'on a pris l'origine, on a juste étendu tout le lore à partir des informations de base qu'on avait, on a tout enrichi. J'ai tenté de faire la même chose avec la carto, puisque c'est notre sujet. Je suis parti de la carte d'origine telle qu'elle avait été dessinée assez simplement. Et puis bah, je l'ai enrichi avec ma patte à moi. Je ne sais pas si je peux... Alors non, je l'ai pas mis en image parce que bah, pour le moment, j'imagine que l'éditeur ne serait pas très content si je diffusais les images d'un truc qui n'est pas encore sorti. Donc bien sûr, j'ai les fichiers, mais je ne les ai pas mis en image. Je les ai pas... Un petit exclu, là. Bah, je te cache pas que j'ai hésité. Et puis je me suis dit, comme j'ai pas le temps de contacter l'éditeur, savoir s'il est d'accord ou pas, j'ai pas pris de risque, j'ai pas montré. Mais oui, bien sûr, il y a des trucs. Et en fait, est-ce que je montre des choses ou pas là, Ah oui, oui, oui. Stéphane? Alors, je vais cliquer là-dessus, ou c'est... où est-ce que... Alors, si oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est... Ben non, pourquoi je peux pas présenter l'écran? Il y a une ruse? Eh ben, une fois que tu l'as sélectionné, qu'il est partagé voilà. en bas, C'est bon. c'est Lionel Voilà. qui bascule. C'est ça. Donc, juste pour mon... Ça, c'est la carte d'origine de Patrick Durand-Pérol, la carte de la Élite du numéro 35. Ouais. Et ça, si on peut y aller... c'est qui manip pour bouger et pour passer au suivant? Alors, ça va être toi. Il faut que avec le même logiciel, tu ouvres l'image suivante. Il faut que tu cliques sur l'autre carte, ouais. Dans les Faut onglets que je au-dessus. clique là-haut sur l'autre carte. Voilà, Ouais. comme si tu utilisais Photoshop normalement. D'accord. Ouais, sauf que là, il veut pas trop. Mais vas-y, poussin, grimpe. Ah oui, c'est parce que la souris est décalée. Ah. Ouais, c'est ça, la souris est décalée. Oh merde. Je sais pas. Bon, bref. Bref. Dommage. Peut-être que je passe là. Non, pas du tout. Si je passe ici, est-ce que ça fait quelque chose? Ouais, ok. Impeccable. Voilà, donc ça c'est la première carte de la Élite, celle de Patrick, donc du numéro 35, original, tout ça, vachement belle, qui moi m'a fait rêver. Et ça fait partie du deal que j'ai eu avec Black Book dès l'origine. Le premier rendez-vous qu'on a fait, j'ai dit, voilà, ce qui me ferait vraiment, vraiment plaisir, c'est de refaire la carte. Et c'est passé comme une lettre à la poste, j'étais bluffé. Donc oui, bah, très bien. Alors voilà. Et donc voilà ce que j'en ai fait. Donc après, on a
on a plein de détails, mais on va pas rentrer là-dedans. Et ce que je voulais dire, c'est que pour les provinces, on a fait la même chose que j'ai fait là sur les différents quartiers. C'est-à-dire que les terrasses ont été individualisées à l'intérieur du bouquin. On a sur chaque terrasse un plan détaillé qui permet en fait de couper un morceau comme ça de la ville pour montrer quartier par quartier ce qui aide au détail en fait. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Je reviens parmi vous et voilà. Alors, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que la carte a servi à développer du background de jeu? Ou est-ce que, par exemple, il y a des scénarios qui sont créés après la publication de la carte et où les auteurs se sont dit, ben voilà, on va utiliser la carte comme support de création pour s'inspirer du fait que c'est en pente dans la élite, qu'il y a le port qui ouvre sur des zones de pèlerinage. Tu vois, Alors, je peux pas te dire pour la version d'origine, puisque moi, j'étais pas en charge à l'époque. Hein. J'étais juste lecteur de Casus. Faudrait demander ça à Didier, Pierre, Tristan, Denis Gerfaux, etc. Je crois que la carte est pratiquement à l'origine de la ville, c'est-à-dire que le dessin de Patrick Durand-Pérol a créé la structuration de la ville. La seule idée qui était au départ, c'était l'idée de cette ville coupée en deux par une grande faille qui avait été inspirée par un voyage de Didier au Maroc, je crois, à Constantine, si je me rappelle bien. Maroc, Algérie, je ne sais plus. Algérie, Constantine. Algérie, Constantine, voilà. Qui est une ville avec une faille et un grand pont qui traverse la ville, et comme il y était allé, ça l'avait marqué, et voilà. Je pense que ça, c'est l'idée d'origine. Après, c'est greffé dessus rive droite, rive gauche, comme à Paris, c'est greffé dessus ce genre de choses-là. Mais la carte est vraiment un élément fondamental. Moi, le travail de carto que j'ai fait, ça n'a été pareil que de repartir de l'original, de pratiquement rien bouger de l'original, si ce n'est de le mettre à ma sauce parce que c'est moi qui dessinais, mais d'enrichir et de rajouter des détails un peu partout et de corriger une ou deux erreurs. Il y avait quelques petits bugs sur la carte d'origine, des trucs à la con, mais quand on est pèlerin et qu'on arrive en ville, comme dirait la chanson, il y a un endroit où on passe qui est obligatoire, qui est le Lazaret, qui était après la porte des remparts, la première porte des remparts. Et en fait, sur le côté de la carte, il y avait un endroit où on pouvait passer à travers, sans passer par là. Donc, c'est un truc qui était, voilà, passé à la trappe. Donc, j'ai rectifié ça, j'ai fermé le rempart à cet endroit-là. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que sur les provinces, ça a été la même chose. C'est-à-dire qu'on est parti de la carte existante, on s'est fait un parcours là, à l'intérieur de ça, et puis chaque auteur a inventé des choses à l'intérieur de sa province, en rajoutant une ville ici, une ville là, en disant tiens, ça va être en relation avec ça. Je la mettrai bien au nord, je la mettrai bien au sud, au nord, là où il y a le mur. Non, il n'y a pas de mur à cet endroit-là. Et donc, ça s'est monté comme ça. Donc oui, il y a forcément une grosse interactivité entre le travail cartographique et la créativité que les auteurs mettent dans le jeu. Voilà. Merci. Ouais, vas-y, je te laisse intervenir. Par exemple, moi, je sais que j'ai un travail de création qui est entièrement basé sur le lieu et la cartographie. C'est-à-dire que je commence par créer mon lieu, que ce soit, ça peut être une ville, ça peut être un village ou le monde. Et en fait, je remplis ce lieu d'histoire où presque le scénario arrive à la fin en fait. L'histoire arrive presque à la fin, c'est-à-dire je vais créer le lieu, je vais créer le personnage et à la fin je vais créer l'histoire qui se passe dedans. C'est-à-dire pour moi là, après je suppose que d'autres gens ont des manières de travailler complètement différentes, mais moi c'est vraiment ma façon de fonctionner, c'est de commencer par l'espace, le lieu dans lequel on est, et du coup c'est vraiment pour répondre à la question que Stéphane avait proposée qui a disparu. Pour moi, c'est vraiment la base même de la création, de créer le lieu, de créer la cartographie. Ça me permet en fait de me mettre dedans, même de m'immerger et de pouvoir. J'en ai besoin pour pouvoir raconter quelque chose. Ouais, et toi, Marc?
Pierre, juste 2 secondes, Pierre, dans le chat, confirme ce que je dis par rapport à la carte qui a généré, bonjour Pierre, à la carte qui a généré la créativité des auteurs. Alors moi personnellement, bon, ça peut aller dans les deux sens. Le truc, c'est qu'en tant que professionnel, je suis plus souvent amené à partir déjà d'une histoire et d'un monde préexistant et après à cartographier. J'ai aussi souvent un travail de mise à jour, parfois simplement, pour remettre au goût du jour des vieux classiques. J'ai quelques exemples. Alors j'en ai un qui est pas spécifiquement dans le jeu de rôle, mais qui a été un très très gros boulot ces dernières années. C'est la carte du Disque Monde que j'ai réalisée pour le Discord Emporium. Magnifique. Ouais, qui est incroyablement visuel. Ouais. Alors, je me suis basé, alors la base de tout, là, la carte originale qui a été réalisée par Terry Pratchett lui-même et Stephen Briggs, on s'est servi de ça comme base. Je vais vous la présenter tout de suite. Voilà. Alors, tu y arrives mieux que moi. Tu y arrives mieux que moi, c'est pas du jeu. On trouve déjà les références au livre des Annales du Disque Monde. La géographie, alors elle est là, on a déjà les bases, mais elle n'est pas extrêmement pointue, mais il y a l'essentiel. C'est vraiment la carte originale, c'est la base qui était posée. Et donc, quand je me suis mis à travailler avec Ian Mitchell sur la nouvelle version, il y a eu 2 influences. Il y a eu celle-ci, avec tous ces petits détails d'illustration à droite à gauche, donc vraiment l'original, et ensuite la carte, je ne l'ai pas là, mais la carte vraiment beaucoup plus axée géographie, qui a été publiée dans un guide du Disque Monde un peu plus récent. Et donc on a essayé de faire la synthèse de ces 2 cartes, et en y intégrant donc tous les noms possibles, et des illustrations et des références à tous les ouvrages des Annales du Disque Monde. Et ça a donné cette version, donc celle sur laquelle j'ai eu le plaisir de travailler, où on peut voir ici la densité d'illustrations sur la carte. Elle m'a pris plusieurs mois, pour info. Je m'avais demandé si la tortue t'avait ralenti ou pas, mais bon, voilà, t'as raison. Est-ce que ça a un nom, cette technique cartographique de rajouter des petits personnages, des petits objets significatifs à des endroits de la carte? Est-ce que c'est un style particulier? Pas à mon idée, mais c'est très inspiré de certaines cartes. Notamment, j'ai des références de cartes du XVIe siècle, où c'était assez fréquent. Ça commence par les monstres marins, etc. Même les cartes médiévales, j'en ai une du XVe que je pourrais partager tout à l'heure si vous voulez, sont déjà très très riches en illustrations. Je précise pour les amateurs que j'ai rajouté le fameux hérisson. Je ne vais pas vous chanter la chanson qui va avec. Voilà, ça c'était pour le Disque Monde. Alors après, peut-être je le présenterai tout à l'heure si on décide de mettre davantage l'accent sur le jeu de rôle et l'évolution de la cartographie dans le jeu de rôle, parce que j'ai aussi d'autres exemples beaucoup plus concrets de cartes qui servent pour des modules, des choses comme ça, qui ont été réadaptées au goût du jour. Je pense notamment par Wizards of the Coast. Il y a énormément les grands classiques, que ce soit des lieux, que ce soit le Disque Monde, que ce soit les Terres du Milieu, ou même des donjons particuliers de Donjons et Dragons, ou des grandes villes comme Baldur's Gate, Waterdeep. Il y a elles sont refaites régulièrement. On retrouve des cartes de Waterdeep. C'est assez fantastique parce que il doit y en avoir, on peut en trouver dans tous les styles. Il doit y en avoir des dizaines qui se baladent sur le net, de gens qui ont fait des différentes versions. Et en fait, on voit aussi, est-ce que c'est la carte qui marque? Est-ce que c'est l'univers qui a marqué? Alors, je pense que le Disque Monde, quand même, la carte est très marquante. Je pense elle fait partie du succès, je pense, de l'univers, parce qu'elle est vraiment très particulière. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres cartes, par exemple, comme l'Ankmar, qui sont des belles villes, mais qui n'ont rien de très original en fait comme forme de ville. Et je pense que c'est le lieu qui est assez fantastique, et du coup des nouveaux illustrateurs à chaque fois qu'ils s'y baladent ont envie de donner leur version de cette aventure là, de cette exploration là. Oui, alors c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que moi, il y a un côté assez fascinant d'avoir un supplément de jeu de rôle qui est une descriptive d'une ville. Et je trouve que c'est le jeu de rôle qui sort. Et puis, en général, les gros jeux de rôle de fantasy, au bout de 3-4 suppléments, il y a le supplément de la ville qui sort. Donc, Pavis pour Runequest, Avna pour l'Œil Noir, Deepwater, Middelheim, et Orgrimmar. Et il y a la carte de la ville qui devient vraiment très symptomatique, enfin, très le symbole de la ville.
moi, la Elite, je me souviens de la carte, la carte en pleine montagne, avec la faille, avec l'idée qu'elle est en pente, avec des terrasses. Et je me souviens de la carte. Et Jean-Marie, toi, tu pourrais nous parler du fait qu'il y a eu deux versions de la carte et que donc il y a eu une sorte de réimagination de la carte, peut-être des nouvelles techniques pour faire la nouvelle version. Oui, alors en fait, comme je l'ai dit, j'ai dealé d'entrée de jeu avec Black Book pour refaire la carte. Sachant que moi, je voulais la faire de manière la plus tradie possible, parce que c'est ma came, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de consacrer du temps à la faire, mais comme une, je sais pas, catharsis ou ce que tu veux, mais vraiment un truc qui m'était, voilà, qui était fort pour moi. Donc je suis parti en Auvergne, dans un coin que j'aime bien, je me suis isolé, et je suis parti avec du matos, des pinceaux, de l'acrylique, enfin ce genre de choses-là, des crayons de couleur et autres. Et j'ai passé entre, je sais plus si c'est 7 ou 10 jours, à ne faire que ça, dans un lieu où j'étais tout seul, en pleine forêt, en pleine montagne. Je me levais avec le soleil, je me couchais avec le soleil. Et je n'ai fait que ça pendant plein de jours. Et j'en suis sorti avec une carte papier que j'ai passée bien sûr après à la moulinette de l'ordinateur, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de scanner la bête et puis de rajouter de la typo dessus. Je me sentais pas de l'écrire à la main. Je préférais quand même, pour des questions de lisibilité, que tout ça soit fait avec une typo qui tienne la route. Mais donc, ma volonté était de faire un truc un peu artisanal, certainement, et d'y mettre ma patte. En parallèle de ça, Patrick Durand-Peyrolle, qui faisait partie du projet aussi, a eu envie, lui aussi, de faire une carte, de faire sa nouvelle version de la carte. Et de manière étonnante, il a fait évoluer le contenu de la ville séparément de ce que moi j'avais préparé avec les auteurs. Et donc, il a fait un certain nombre d'évolutions. Par exemple, pour ceux qui connaissent la ville, le grand théâtre est devenu plus comment on appelle ça, un truc romain, un stadium romain, un colisée, voilà, un principe comme ça. Donc il a fait évoluer les choses, et comme il est cartographe de métier, il a les logiciels qui vont bien, et donc il est en capacité de sortir une vraie carte entièrement vectorielle, avec les courbes de niveau, avec tout ce qui va bien, d'un réalisme que moi je ne pouvais pas atteindre. Et donc, face à ce travail, l'idée, c'était qu'on ait effectivement deux cartes. La mienne, avec sa personnalité, mais qui correspondait au contenu du texte exact des auteurs, puisqu'on avait travaillé main dans la main. Et puis, cette partie de Patrick, qui, lui, avait fait des modifications. Et donc, au final, on a une carte chez moi, qui est la carte de l'état actuel de la ville, et la carte de Patrick Durand-Peyrolle, qui est une carte de 10 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, je ne sais plus exactement, avec des évolutions de la ville, puisque le nouveau roi-dieu de cette ville a décidé de faire des grands travaux, comme plein de présidents qui arrivent en poste, et ils ont envie de faire des choses très, très nouvelles, et donc des grands travaux. Et donc lui, voilà, s'est servi de ces grands travaux et a modifié des trucs. Il a rajouté une zone de liste de combat, il a rajouté des trucs comme ça. Et donc c'est la même ville, mais une fois que les travaux ont été réalisés, ce qui nous fait un truc assez marrant. Je ne sais pas si je réponds à ta question, si c'était le sens de ta question, mais voilà. Donc on a deux cartes différentes. Moi, je trouve ça assez fascinant. C'est un peu ce que disait Gott, qu'il y a des mêmes cartes qui ont vécu des vies successives avec des nouvelles éditions. Alors évidemment, le style de dessin change, la mode du moment change, peut-être la qualité aussi. Ça, vous pourrez peut-être plus en parler. Mais il y a des fois, comme tu disais, le monde qui évolue parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger, ou que finalement. Alors, c'est intéressant parce que comme il y a deux cartes dans le nouveau supplément, le maître de jeu peut faire vivre le monde. La carte, il a déjà le plan de construction, le projet immobilier que le roi-dieu. Le roi-dieu est arrivé en 1017. Moi, le scénario que je fais jouer,
qui sont mes créations 95% du temps. Je les fais jouer en 2017 et 2018. 1017 et 1018. Et donc, les gens qui veulent se servir, les joueurs, les maîtres de jeu qui veulent se servir de la carte de Patrick, Durand-Pérol, se projettent 10 ou 15 ans plus tard, et donc se servent des éléments qui ont été... Et donc, du coup, peuvent imaginer aussi ce qu'est devenu la mentalité de la ville avec des évolutions comme ça, parce que quand tu as un théâtre qui se transforme en Colisée, ça veut dire que les spectacles ne sont pas les mêmes. Dans un premier cas, on est sur des trucs un peu plus intimistes, des one-man shows ou des stand-up. Dans le deuxième, on est plus sur des batailles à la Bénure, quoi. Donc voilà, c'est pas la même conception du spectacle. Donc ça veut dire que le ministère de la Culture a évolué, que certains ministres ont changé, etc., etc. Voilà. Après, on imagine plein de choses. Et ben oui, et là, on est vraiment sur une carte, une cartographie qui rend l'univers réel et qui va servir aux maîtres de jeu et aux joueurs à s'imaginer l'univers, même ben voilà, comment il évolue au niveau culture. Et la cartographie, elle n'est pas juste une représentation, elle permet aussi que l'univers devienne réel. Est-ce que Marc, tu aurais des choses à dire sur ça, sur des cartes de jeux, pas forcément de jeux de rôle, ça peut être de jeux vidéo, qui permettent de rendre l'univers vivant ou de le créer avec la carte? Micro? Ouais, micro. Excusez-moi, parce que les voisins ont décidé de se lâcher en matière de musique d'ambiance, donc je vais éviter. Donc oui, donc des cartes qui visent donc à amener une ambiance plutôt à inspirer les joueurs. Moi, j'en ai quelques-unes à l'esprit. Plutôt certaines sur lesquelles j'ai travaillé ou en général? Sur lequel tu as travaillé, c'est plus intéressant. Ouais, c'est plus sympa. Plus sympa. Bon, et la carte de Baldur's Gate, je pense que qui a oui. fini dans l'édition collector, pas dans le jeu, hélas, que je peux partager là. Bon, alors ça, c'est un petit peu un cas de figure intéressant parce que dans les deux premiers jeux, elle avait une utilité de gameplay pour sélectionner les différentes zones à explorer. Malheureusement, comme le 3, qui est un excellent jeu, c'est pas la question, a décidé d'opter pour des grandes zones ouvertes qui communiquent entre elles. Bon, cette structure avec des petits points d'intérêt à sélectionner est devenue obsolète. Mais je peux la partager. Là, on est vraiment sur une carte que je me gourre pas parce que j'en ai des anciennes versions que je suis pas forcément censé partager officiellement. Personne ne va le dire. On est Ouais. entre nous. On n'est pas en direct du tout. J'ai pas envie d'avoir des ennuis. Voilà, alors là, typiquement, on est sur une carte dont l'usage est avant tout l'ambiance. Avec les différents actes et les différents lieux visités. Alors, on a la partie à l'extérieur, on a l'Underdark en dessous, et on a bien sûr la carte de la porte de Baldur, avec ses lieux d'intérêt. Là, bon, on a une belle carte qui a plusieurs intérêts. Ça sera l'occasion d'ailleurs de venir sur ces aspects-là de la cartographie que je trouve important. Une carte qui sert à inspirer, à poser une ambiance, une idée du monde. Une carte, bon, pas forcément diégétique pour celle-là, mais qui peut constituer un bel objet, mais qui, pour le coup, ne donne aucune information technique dans le cadre d'une partie de jeu de rôle, par exemple. Donc, on est vraiment sur une carte d'ambiance que je ne mettrais pas nécessairement en opposition, mais que je différencierais des cartes beaucoup plus pratiques qu'on utilise, par exemple, pour explorer un donjon ou pour gérer une rencontre, un combat ou ce genre de choses. Donc oui, pour en revenir à l'idée de plan qui avait été énoncée sur la cartographie qui a façonné le jeu de rôle, c'est amusant de voir vraiment les origines, la cartographie historique, le monde qu'on connaît, les cartes héritées de la Renaissance ou du XVIIe siècle, parce que les cartes médiévales sont quand même assez particulières. Tout doucement, qui viennent influencer la littérature de fantasy, des auteurs, Tolkien, Howard, etc., et qui tout doucement se retrouvent dans les jeux de rôle, mais avec des usages différents. Je suis tenté de penser que la carte de jeu de rôle telle qu'on la connaît, qu'on l'utilise aujourd'hui, est une espèce de rencontre entre, d'un côté, ces cartes de fantasy vouées à stimuler l'imaginaire et à donner des informations concrètes sur le monde, à aider à le comprendre, à se l'approprier, et peut-être les cartes plus techniques héritées des wargames, qui sont quand même dans l'ADN du jeu de rôle depuis le début. Alors,
petite parenthèse, après je vous laisse enchaîner. Sur les cartes historiques, j'en ai récupéré 3. Tu parlais tout à l'heure, Stéphane, de ce style, avec beaucoup d'illustrations, de petits personnages, de choses comme ça. Là, on a des exemples très très concrets de cartes historiques qui ont pu influencer les auteurs. En voilà 3. Là, on a un plan de Paris de la Renaissance, il me semble, et qui est intéressant, si ça peut être partagé, je ne sais pas, qui est intéressant parce que, voilà, quand on le regarde, on a vraiment la sensation de voir une carte de jeu de rôle actuel. Pourquoi ça ne s'affiche pas là? Ça devrait être bon. Superbe. Là, voilà. Donc, je trouve le graphisme, même s'il y a un côté encore très médiéval avec cet aspect gravure, ces couleurs très simples, mais je trouve ça quand même très très proche de ce qu'on trouve encore aujourd'hui pour illustrer des cartes de ville. Elle ne monte pas, ça lag un peu. Ça lag. Ah, ça y est, ouais, on l'a. Ouais, voilà. Voilà. Là, on a une carte typiquement médiévale. Ouais. Et on a déjà ces illustrations très très présentes. Les montagnes qui sont très simplifiées. Ouais, petit lag, effectivement. Et je vais finir par une 3e. Voilà, c'est la fête. C'est la fête aux monstres marins. Là, c'est... Ah, ouais. Ah oui, c'est magnifique. Voilà, donc là on est vraiment sur ce qui est pour moi les cartes privilégiées de la fantasy aujourd'hui. Voilà pour la petite parenthèse historique. C'est marrant que tu montres ça parce que moi, on évoquait tout à l'heure des cartes de référence. Moi, j'ai un bouquin sur les portulans qui est un. Alors, je sais pas si je vais réussir à partager la couve. Est-ce que je peux partager la couve? On y retourne, partager, si ça veut bien marcher. Il est là. Voilà. C'est une carte c'est un bouquin sur les portulans que, de manière étonnante, un copain a repéré dans une braderie à Saint-Malo. Et il m'a appelé pour me dire, dis donc, j'ai trouvé ça, est-ce que ça peut t'intéresser? Et alors, ce bouquin est une bible absolue parce que il y a dedans les merveilles que vient d'évoquer Marc sur tous ces trucs-là, surtout sur plein d'images de mer. Et comme moi, j'ai énormément maîtrisé la Capitaine Vaudou, mais alors ça a été une source d'inspiration permanente parce que le petit monstre avec la queue enroulée, là, d'espèce de dragon qu'on voit très souvent avec sa queue enroulée, le nombre de fois où j'ai voulu le mettre dans un scénario, je crois qu'au final, je ne l'ai mis qu'une seule fois. Mais d'un seul coup, tu penses à Jules Verne, tu penses au comment ça s'appelle, le calmar géant, là, etc. Bon, voilà. Ça, c'est une vraie source d'inspiration pour moi. Je le feuillette très souvent. Je peux pas si, je peux le montrer là. Voilà. Là, il y a plein de... Comment je fais ça? Ouais, là. Il y a plein de marques comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, en permanence, j'y jette un œil en me disant celle-là, il faut que je m'en serve sur tel truc, celle-là, il faut que je m'en serve sur tel truc. Voilà. J'ai une question bête. C'est quoi un portulan? Un portulan, c'est une carte marine. D'accord, c'est une carte marine qui sert à déterminer les côtes. Les côtes, non, pas les côtes. Et il y a des trucs, mais... Donc du monde arabe, beaucoup au départ. Tiens, au hasard. Du monde arabe, beaucoup au départ, parce qu'ils avaient une grande connaissance et ils bougeaient beaucoup. Voilà, les cartes de 1550, des trucs. Et c'est fascinant, Pierre en parlait sur l'autre de vendredi. Une carte de la Guadeloupe, au départ, c'est un rectangle, quoi. Parce qu'on n'a aucune imagination de ce que sont réellement les côtes. Et donc, c'est un rectangle, mais avec des distances qui sont calculées de manière assez juste, parce que les gens se déplacent, font des calculs. Par contre, on n'a pas de vision globalisée du lieu. Donc, vous voyez, enfin, Marc et Gogot sont peut-être vu ça, quand tu tombes sur ces vieilles cartes-là,
c'est hallucinant comme c'est de travers. Et ça nous interpelle. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la déformation ou c'est sur l'autre live aussi, de la déformation des cartes. C'est vrai qu'on est en permanence confronté à ce principe de projection qui fait que les cartes ne sont jamais réellement une représentation exacte. La Terre est ronde et forcément déformée. Mais même, il y avait, par exemple, j'avais vu des cartes même antiques où ils représentaient... c'était presque un plan de métro. C'était des cartes romaines, j'avais vu ça il n'y a pas si longtemps, où c'était juste les chemins en fait qui étaient représentés et qui permettaient, ça partait notamment de Rome et qui était presque en plus adapté à un parchemin, c'est-à-dire dans un format très allongé où il y avait juste les chemins qui permettaient d'aller à telle ville, de telle ville ça amenait à une autre ville comme ça, et c'était très intéressant de voir comment ils utilisaient la représentation, faire une cartographie qui était presque plus conçue comme un plan de métro, où on voit des fois là, justement ces plans de métro qui n'ont pas la forme de la ville, qui ont juste la forme des lignes pour savoir où est-ce qu'on va. Et c'était très intéressant. J'avais vu ça. Ils avaient retrouvé une papyrus, je sais plus, il y a pas très longtemps, je dis ça, c'est peut-être des bêtises. Mais j'avais vu ça, ça m'avait assez surpris justement de la manière de représenter les choses qui peuvent être très différentes et qui avait là même presque un souci à mon avis pratique, c'est-à-dire comment je fais pour me balader avec, pour l'utiliser et pouvoir le transporter. Est-ce que vous avez d'autres exemples de cartes qui sont vraiment emblématiques d'un monde de jeu de rôle et qui permettent d'y jouer comme quelque chose qui soit un bel objet ou quelque chose qui soit descriptif? Moi j'ai bien quelque chose qui m'avait marqué un petit peu. Alors c'est marrant, c'est une ville aussi qui m'avait marqué. Moi c'était, je vais essayer de le partager. Hop. Présenter, partager écran. Hop, je vais mettre ça. Hop, celui-ci. Hop, moi c'est la carte de Cadvalon. Je pense au final qui devait être assez inspiré de la Élite, avec ce genre de quartier qui était fait par Rackham pour un jeu de rôle qui était fantastiquement illustré. À la base, Rackham avait fait Confrontation, qui était un jeu de figurines, et ils avaient décidé de faire un jeu de rôle. Le jeu de rôle les systèmes du jeu de rôle étaient vraiment pas terribles. Par contre, leur univers était vachement bien. C'était juste une petite carte qui venait concentrer dans une seule cité, qui était une cité franche, justement tout l'univers où il y avait toutes les armées, toutes les peuplades qui étaient censées s'affronter dans le reste du monde, et ils avaient regroupé ça dans une seule et même carte. Et moi, pareil, qui m'avait pas mal marqué, que je trouvais que je trouvais très très en fait, ce qui est intéressant dans ces cartes, un peu dans les villes, et je pense que c'est le truc qui est un peu fascinant, notamment grâce au fait que l'on montre des cartes de ville qu'on a vraiment lieu. C'est-à-dire, quand on va montrer un monde, il y a quelque chose de très abstrait. Là, il y a ce pays-là, mais la cité, c'est juste un point. Dans la carte de ville, ce qui est intéressant, c'est que on peut presque monter toutes les maisons. On peut montrer les quartiers, les maisons. On a les rues et on peut presque s'y balader nous-mêmes. Et je pense que c'est ce truc-là qui est un peu particulier dans la carte. Comment dire, de ville, contrairement parfois aux cartes du monde, c'est qu'on peut vraiment être à l'intérieur, faire notre partie à l'intérieur, bouger presque d'heure en heure ou de minute en minute dans cette villa, et de pouvoir avoir un truc presque comme quand on utilise des cartes de jeux vidéo où on est dedans et on se voit se déplacer sur la carte, là où on le fera un peu moins sur les cartes de monde. Dans les cartes de ville, je trouve qu'il y a un truc où vraiment on se projette, où on se voit à l'intérieur, et on peut pousser assez le détail pour vraiment pouvoir se spatialiser dedans. Et je trouve que je pense que c'est pour ça qu'il y a ce truc, en tout cas moi, qui me fascine beaucoup dans les cartes de cité, c'est que je m'y imagine très vite à l'intérieur. Hop. Je vais arrêter mon partage. Ah oui, c'est là. Hop. Dans les choses qui sont intéressantes aussi, qu'on n'a pas abordées,
c'est la capacité qu'on a dans les cartes imaginaires de mettre des choses qu'on a croisées, qu'on connaît, et quand ce sont des cartes de création. Quand c'est une commande comme Marc en a, j'imagine qu'il a il a forcément des contraintes qui ne lui permettent pas de mettre trop de choses personnelles. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai eu, il y a très longtemps avec mon épouse, l'opportunité de faire la carte de Phénix pour Dark Earth. Mehdi, je ne sais pas, qui est un grand fan, adorerait avoir l'original de cette carte qui est toujours à la maison. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, quand on a eu la commande de Multisim à l'époque, c'est donc un lieu dans Dark Earth où la lumière arrive et donc la ville est éclairée et on peut vivre à l'intérieur, alors qu'ailleurs c'est un peu plus compliqué. C'est un monde post-apo pour ceux qui le connaissent. Et quand on a lu la description de la ville, on s'est demandé s'il n'y avait pas un côté un peu pyramidal avec un point focal central qui est le lieu du pouvoir, qui rayonne à partir de là. Et comme on n'habite pas très très loin de Versailles, on a tout de suite pensé au château de Versailles et à la place qui est devant et aux rues principales qui en découlent. Et donc, quand vous regarderez, si vous avez l'occasion de voir j'ai pas pu la montrer parce que je l'ai pas, j'en ai pas d'extrait. Si vous regardez la carte de Phénix, au point focal, qui est le point le plus haut de la ville, il y a un truc qui est complètement calqué sur le château de Versailles, enfin le départ du château de Versailles, la place d'Armes, les avenues qui en partent, et on s'est complètement inspiré de ça. Donc, je pense qu'on a assez souvent, sur des commandes perso, l'opportunité de mettre des choses qui nous sont personnelles et qu'on glisse dans les cartes. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous deux, mais moi, ça m'est arrivé. On nous laisse quand même souvent une certaine marge de liberté. Il y a l'habitude aussi de faire des cartes. On est souvent amené à donner nos propres suggestions. Après, je dirais que tout dépend des cas. J'ai déjà eu quand même des contrats où j'avais pas grand-chose de fixe avant de commencer à travailler sur la carte. Et les idées que j'ai amenées au fur et à mesure, à travers le design, à travers certaines suggestions, ont fini par influencer le world building à terme. Ça peut arriver. Il y a peut-être une carte qui pourrait être amusante de partager. Alors celle-là, je l'ai faite c'était une carte faite pour Critical Role. The Fairlands, qui a un aspect intéressant à mon sens. C'est à la fois une carte de ville, mais aussi une carte régionale. Je la ressortirai tout à l'heure, parce qu'il faut que je fouille un petit peu dans mes fichiers. Qu'est-ce que je voulais placer? Oui, on avait un petit peu parlé avec Stéphane quand on préparait la table ronde des différentes choses attendues d'une carte, à savoir les différents aspects. Donc, son côté amener la clarté, amener des informations dans le cadre d'une partie, susciter l'imagination, donc pour des qualités esthétiques ou d'ambiance, et constituer un bel objet. Moi, je suis enclin à penser qu'on peut concilier tout ça. Bon, évidemment, on le voit plus souvent sur des gros projets, des grosses licences, parce que bon, faut le budget qui va avec aussi. C'est des choses qui demandent énormément de travail. Mais ouais, j'aurais bien aimé avoir vos retours sur peut-être plus davantage sur l'aspect jeu de rôle de la carte et son utilité en jeu. On a parlé des cartes de ville qui permettent vraiment d'avoir une idée très concrète des rues, des bâtiments, etc. Donc, je serais curieux de savoir, vous, par exemple, dans votre usage de la carto en jeu. Si je peux me permettre, moi, ce que je trouve intéressant dans la carte, en fait, c'est que c'est à la fois, c'est avant tout un cadre de jeu. Quand tu présentes ça aux joueurs, tu leur dis, voilà, on va jouer ici. Pendant un temps là. Alors tu peux des fois montrer le monde. Par exemple, de faire une grande carte du monde, c'est intéressant, mais par exemple, je trouve ça un peu, parfois, ça peut être contre-productif. C'est-à-dire, bon, je te montre la carte du monde, mais il faut être prêt après à dire aux joueurs, ils vont se dire, ah super, je vais pouvoir me balader dedans. Dans ce monde entier. Alors des fois, c'est un peu un côté un peu bon,
si tu fais, je te montre la carte du monde, et en fait que tu vas pouvoir jouer que dans ce village-là, c'est pas forcément intéressant. Justement, je trouve que la carte c'est bien pour ça, c'est-à-dire tu vas dire bon là on joue dans éventuellement dans ce monde-là, les gars, amusez-vous, vous allez vous balader dans ce monde-là, ou juste tu le montres de manière à la rigueur informative. Alors il y a ça et ça et ça, mais je pense qu'il faut pas aller trop loin dans le détail. Tu vas avoir justement les cartes de ville. Voilà, c'est ton cadre de jeu. Tu vas pouvoir te balader dans cette ville-là. C'est là-dedans que tu peux t'amuser. Et de la même manière, tu vas avoir les choses plus les battle maps où tu dis voilà, le combat il se passe là et le combat il se base sur cette carte-là. Et ça va être rare en fait que ton joueur te dise ouais mais attends moi je veux aller de l'autre côté je veux sortir de la carte. C'est une manière de dire voilà c'est cet endroit-là dans lequel on joue. On joue pour l'instant dans ce lieu-là. Ce qui est à côté, moi je suis pas capable de le gérer. Moi je sais que j'utilise pas mal comme ça, c'est-à-dire je monte la carte et en général les gens savent ok c'est ce cadre-là, c'est mon cadre de jeu, c'est dans celui-ci que je peux utiliser. Et en même temps, ce qui est intéressant, il y a tout le côté esthétique, c'est que tu donnes aussi des informations. Et par exemple, tu donnes des informations que tu n'auras pas besoin de décrire. Par exemple, sur la battle map, de la même manière que je vais montrer une illustration, t'as pas besoin de décrire justement toute la carte. Moi, j'utilise beaucoup d'images. Et la battle map, c'est pareil. T'as plus besoin de leur dire. Bon, vous êtes dans cette petite pièce. À côté, il y a un petit cellier. Dans la pièce à côté, c'est la cuisine. Voilà. Tu remontes la battle map. Ok, vous êtes ici. Vous pouvez vous balader. Vous pouvez vous découvrir. En plus, maintenant avec justement tous les logiciels, tu peux même jouer la découverte des lieux. Et moi j'aime bien, c'est intéressant parce que justement t'as à la fois un côté esthétique, c'est-à-dire je te plonge dans l'univers et tout de suite il y a le visuel qui fait ah ok c'est là, alors si la carte est belle c'est super, ça permet de très facilement plonger dedans, et aussi le cadre de jeu, et même en plus un côté presque game design, c'est-à-dire je vais s'il y a un combat par exemple pour la battle map, je vais pouvoir me cacher là, je vais pouvoir ça leur donne des options de jeu en fait aux joueurs qui sont intéressantes, et même rebondir, c'est-à-dire il y a cette caisse là, attends je veux prendre cette, je veux la prendre, je veux la bazarder, et ce genre de choses, et ça permet de donner des options de jeu aux joueurs. Alors, j'ai l'impression que sur la mode actuelle de jouer en VTT, la battle map, mais la battle map pas seulement avec des hexagones, mais avec ce que tu dis, des indices, des éléments qui vont pouvoir servir pour l'enquête, pour la fouille ou pour se cacher. La carte retrouve de l'intérêt parce qu'on va dessiner sur la carte ce avec quoi les joueurs vont pouvoir interagir. Donc avec les VTT, et je me demande aussi dans certains scénarios, des fois de fouilles, où on sait que les gens vont pouvoir aller discuter avec quelqu'un dans une réception, par exemple. Des fois, on ne me demande pas à l'illustrateur de faire une illustration d'une réception de noble, par exemple, mais où finalement il va mettre des indices dans cette dessin, un peu comme si l'illustration, elle était une carte où le scénario va pouvoir interagir. Il y a une cheminée allumée, il y a peut-être un coffre qui est visible. Vous avez le cas comme ça de cartes où on vous demandait de mettre des indices qui allaient être utilisés en jeu dans le scénario, par exemple? Marc. Alors, oui, moi notamment en travaillant avec Wizards. Mais alors, ça se résume souvent, mettre vraiment les éléments importants qui font partie du scénario du module, les choses vraiment incontournables. Après, on ne perd pas nécessairement, à moins que ce soit juste pour l'ambiance et pour la saveur, à donner des détails type ici il y a un tabouret, dessus il y a. Bon. Ça après, le MJ aime faire aussi sa tambouille et s'approprier certaines choses. D'ailleurs, moi personnellement, là, c'est ma démarche. C'est pas forcément ce que je fais quand je suis amené à travailler avec des clients, mais ma démarche personnelle quand je crée des cartes qui sont 100% maison, c'est de donner au meneur, à la meneuse, toute l'attitude pour s'approprier la carte. Donc il y a les choses de base, vraiment l'aspect technique pour pouvoir jouer le module, la partie, peu importe. Mais après, on s'approprie les choses. Comme tu disais tout à l'heure, par exemple, la possibilité d'utiliser une caisse ou un objet qui est représenté sur la carte, c'est pas mal, mais pour certains meneurs, il va y avoir le souci de si moi je veux rajouter ça ou si ça, j'en veux pas. Donc ça fige d'une certaine manière. J'ai des exemples concrets là. Alors déjà, je vais ressortir la carte dont je vous parlais tout à l'heure. On parlait des cartes de ville. Celle-ci, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dessus. Et je la trouve intéressante. Alors plus pour une approche narrativiste, encore une fois.
mais voilà, il y a double enjeu avec cette carte. Il va falloir qu'elle se charge. Voilà. Ça m'apprendra à mettre des gros fichiers. Ça rame. Moi, j'ai un truc à vous montrer après, Ça rame. quand tu auras fini. Ah, ça lag. Ouais. C'est la musique de tes voisins qui fait des interférences. On l'entend? Sérieux? Non. non, on l'entend Ah, pas. misère. Ça. Non, ça va. L'honneur est sauf. Ouais. Bah, ça dépend quelle Bon. musique en même temps. Hein. Ouais, c'est pas le sujet. Je vais arrêter je crois que c'est trop lourd. J'ai pas envie de mettre mon PC à genoux. Donc, on va revenir directement dans le vif du sujet, puisqu'on parlait de ce type de carte utilisable en jeu. Probablement plus à propos. Là, on revient vraiment aux sources. Là, c'est les cartes des origines. Dites-moi qu'elle ne fait pas laguer, celle-ci. Voilà, impeccable. Alors là, on a la carte d'un très vieux, pas si vieux que ça, d'un module classique, disons, de Donjons et Dragons. Donc c'est Beyond the Crystal Cave, qui a été réimaginé récemment pour le bouquin Quest of the Infinite Staircase. Et donc là, on voit ce dont je parlais l'autre fois, on a vraiment la carto des origines, où tout est purement utilitaire, pratique. Donc c'est largement suffisant, on a tout ce qu'il faut pour mener la partie. Mais après, pour l'aspect immersion et esthétisme, on repassera. Oui, c'est pas sexy, c'est sûr. C'est pas sexy du tout. Donc ça, c'est vraiment des documents qui sont destinés ou à être conservés par le meneur, à pas être montrés, ou vraiment à être présentés aux joueurs pour les aider à se représenter les choses. Donc là, vraiment, c'est la carte purement technique héritée des Wargames. Et alors, une petite question. Dans le chat, on fait remarquer la couleur bleue de la carte. Et je crois savoir qu'en anglais, on dit blueprint pour désigner quoi exactement et pourquoi bleu, justement. Les cartes d'architecture. J'ai pas l'info, mais oui, on retrouve souvent ça pour des cartes d'architecture ou des schémas, des plans. Et oui, j'ai l'impression que sur les calques, on les traçait avec une craie bleue. Alors, il faut savoir que le bleu, les peintres l'utilisent pour l'utiliser en tout cas pour les esquisses, parce que c'est une couleur que tu couvres très très bien par-dessus et qui ne ressort pas. Et donc, même en BD traditionnel, quand tu fais des esquisses, et on le voit très souvent, là j'ai vu passer des originaux de Thierry Ségur, tu vois les crobards originaux en dessous, enfin les esquisses en dessous, elles sont faites avec une mine bleue, ce qui fait que quand tu les passes au scan ou à la photocopie, ça se voit pratiquement pas, voire pas du tout. Et ça te permet donc d'ancrer par-dessus sans que ça soit gênant et que tu aies des traces parasites, comme si tu avais du crayon de bois, comme disent les Canadiens. Oui. Et donc, Marc, tu montrais la mise à jour 2024, là, c'est sorti cet été. Donc voilà, on retrouve. Alors, on a typiquement le jardin au centre avec sa forme ovale, les cavernes, et à droite, un château. Et donc, on a réinventé ces cartes. Hop. Donc voilà les cavernes. Exactement la même topographie, à l'identique, mais avec un petit ajout de saveur. Voilà. Et les toi autres qui les as faites, celles-ci? Oui, toute cette série-là, c'est moi qui les ai faites. C'est beau. Là, on retrouve la partie principale. Alors, on notera quand même que l'aspect technique a un petit peu régressé. La grille est encore présente, mais on va dire qu'elle est assez résiduelle. L'aspect esthétique, l'aspect ambiance, immersion prend le dessus. Mais je trouve qu'on a encore un équilibre avec ce qui était fait avant et ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Donc ça, voilà. On retrouve exactement... C'est plus sexy, ça c'est sûr. Voilà, c'est un peu plus adapté au marché d'aujourd'hui. Il y a d'autres influences. Là, par exemple, c'était dans le même livre.
là, vous avez un petit bout de carte issu de Greyhawk, où on voit donc la zone Yatil Mountains. Là, on est vraiment dans, puisqu'on parle de cartographie qui ont façonné le jeu de rôle, j'aime bien voir cette progression à travers les époques. Donc de ça, on arrive... Alors, le nom du module est une vraie vacherie. Je vais probablement le prononcer de travers, c'est normal. The Lost Caverns of Tsochkon, je crois qu'on dit en anglais. J'ai aucune garantie à ce niveau-là. Donc voilà, là, vous avez encore ce type de carte. C'est très, très brut de décoffrage. C'est très utile, mais c'est pas sexy. Là, on est très, très loin d'une carte, par exemple, d'une carte diégétique qu'on croirait issue des Royaumes oubliés ou autre chose. Et l'évolution contemporaine, voilà. Le tracé est sensiblement le même, mais on met en avant les qualités esthétiques. Et ça, alors ça, c'est un petit coup de cœur. Je tease un petit peu, mais là, on a les cavernes du chaos qui vont connaître un petit lifting très prochainement, dont je me suis chargé, et ce sera révélé pas pour tout de suite. Donc, les cavernes du chaos, tu pourrais nous expliquer ce que c'est comme module historique? Alors, c'est Keep on the Borderlands, normalement. Il y a la partie forteresse d'un côté, et de l'autre, la partie donjon, qui sont Caves of Chaos, qui sont ce donjon donc très... Moi, je trouve très, très bien foutu. J'aime beaucoup. Alors, on a différentes zones qui sont présentées là, souterraines. On a les différents niveaux d'élévation des collines alentours. Et voilà, alors là, vous avez, je ne sais pas combien... Oui, il me semble que c'est B3, effectivement. Vous avez plusieurs donjons peuplés par toutes sortes de monstres qui sont tous interconnectés avec des passages secrets, des choses comme ça. On a quelque chose là, ici, d'extrêmement foisonnant en termes d'informations. Mais idem, si on voulait reprendre cette carte et en faire quelque chose, disons, de plus sexy, de plus esthétique, je pense qu'on ne pourrait pas y intégrer toutes ces infos. Donc, le job maintenant pour les cartes de jeu de rôle, c'est d'arriver à conserver cet équilibre entre le beau, l'utile, et éventuellement le truc qu'on aurait envie de mettre sur son mur encadré. Voilà pour la petite parenthèse. Je viens de partager dans le chat le lien du grog sur le module B2. B2, voilà. B2. Pierre Zontal était presque tombé juste avec le B3. Mais celui qui a peut-être aussi des points communs. Et donc, c'est un module qui est sorti en 1980. C'est ça. Ça ne nous rajeunit pas. Bien. Et toi, Marc, donc, tu l'as refait pour une production qui va sortir bientôt. Voilà, ça, je peux en parler sans souci. Ça a été annoncé il n'y a pas longtemps. C'est pour le starter set de la nouvelle édition de Donjons et Dragons qui est en train de sortir là, et qui va réexplorer donc ce module, le remettre au goût du jour. Donc moi, la partie sur laquelle j'ai travaillé, c'est l'adaptation des Cavernes du Chaos à cette nouvelle édition. Pour en faire pour en faire autre chose. Je ne vais pas donner des détails concrets, mais on a dépoussiéré. Tu parlais dans ta discussion que il y avait peut-être l'idée que les cartes, les anciennes cartes des années 80 étaient souvent moches. On avait utilisé ce mot. C'est vrai. En noir et blanc, avec des hexagones qui se mélangeaient avec les traits de dessin. Bon, après, c'était pas les mêmes moyens, bien sûr, même budget, le même temps. Bah oui. Début 80, puis même fin 80, début 90, ça évolue vraiment beaucoup. Mais Marc, tu avais l'air d'avoir l'idée qu'il y avait des cartes qui étaient peut-être moches, mais qui étaient dans une logique de wargame avec des infos qui étaient dessus, des infos de distance, par exemple, et qu'il y avait une évolution des cartes au fur et à mesure pour que ce soit des cartes de plus en plus jolies, mais avec moins d'infos utilisables, mais peut-être avec plus de volonté d'immersion, de vouloir rendre une ambiance, voire de vouloir immerger complètement et d'en faire l'ambiance autour de la table, quoi. Alors moi, bon, on trouve de tout. Je suis pas assez expert en la matière. Je vois à mon petit niveau, moi, en tant que rôliste occasionnel. Mais oui, c'est vrai que les cartes anciennes étaient fourmillées de détails techniques, étaient quand même extrêmement pointues, et mettaient l'utilité en avant. C'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement, parce que j'aime beaucoup concevoir des cartes comme ça. Alors moi, ce que je fais de mon côté, souvent autour de la table, c'est que j'ai des cartes comme ça en tant que meneur pour me repérer, pour structurer les choses, quand j'imagine un univers, des grilles hexagonales et tout. Et à côté, j'ai des cartes
diégétiques, souvent, ou qui sont là pour donner de la saveur, pour inspirer les joueurs. Donc il y a souvent ce parallèle entre les deux. Moi, dans mon boulot, ce que j'aime faire, c'est essayer de rapprocher les deux, pourquoi pas de les associer, de faire quelque chose qui pourrait, à terme, être aussi informatif que plaisant à regarder. Mais bon, là, c'est pareil, c'est une question de temps, de budget. C'est délicat, parce qu'il faut conserver cet équilibre. Pour ce qui est de la pratique du jeu de rôle, oui, effectivement. Alors, encore une fois, je vais apprendre avec des pincettes, hein, je suis très très loin de savoir tout ce qui se fait, tout ce qui se pratique, mais dans les discussions que j'ai pu avoir, notamment avec des rôlistes français, on est sur une approche quand même de plus en plus narrativiste, qui est géniale aussi, hein, ça a de grandes qualités, mais où la carte devient plus un outil d'inspiration, d'ambiance, où on s'encombre moins de détails techniques très très pointus. Il faut dire aussi que, bon, là, on parle de modules proposés dans le commerce. Pour un MJ qui aimerait faire sa tambouille tout seul, ça prend beaucoup de temps d'avoir quelque chose de très très précis pour les villes, pour les donjons. C'est un travail de préparation monstrueux, donc je comprends qu'on s'encombre un petit peu moins de ça. Source. Ah non, mais je suis d'accord. Source, juste les gens autour de moi. Hein. Il n'y a aucune autre prétention à ce niveau-là. Moi-même, personnellement, c'est pas l'approche que j'ai non plus. Je suis pas très très narrativiste. Oui. Non, pardon. Fini, hein, si tu avais quelque chose encore à rajouter, pardon. Oui, non, je disais que ces cartes-là, je les vois de plus en plus, moi, pour tous ceux qui font dans l'OSR, etc. Et j'aimerais voir des cartes plus techniques un petit peu plus souvent. Après, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, dans le jeu de rôle, même dans ce qui sort en partie de jeu de rôle, avant, quand il y a Donjons et Dragons qui demande, enfin, et quelques jeux dérivés de Donjons et Dragons comme Pathfinder qui demandent techniquement de calculer les cases, d'avoir une portée, tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeux qui ont cette approche-là. Donc, le côté technique n'est pas utile en jeu. De la même manière, on demandait pourquoi on était vu de haut il y avait une question, pourquoi c'était généralement vu de haut alors que les bâtiments étaient en 3D. Parce que, originellement, avec Donjons et Dragons, t'as besoin d'être vu de haut pour pouvoir calculer des distances, de pouvoir montrer est-ce que je peux toucher ce personnage-là. Mais par exemple, aujourd'hui, t'as des cartes comme ce que fait Guillaume Tavernier avec des architecture art ou ce genre de choses. Où on est plus dans l'illustration en fait que la cartographie utile et qui a une utilité pour calculer de la distance, pour calculer par exemple un temps de voyage, par exemple toutes les cartes hexagonales où ça s'était pris. Alors il te faut un jour pour passer, pour aller sur chaque hexagone, ce genre de choses, c'est un petit peu moins utile même dans les règles de jeu parce qu'il y a des jeux plus narrativistes. Mais Donjons et Dragons, ça reste encore très présent parce que dans Donjons et Dragons est quand même le jeu qui doit être joué, je sais pas, 70 ou 80% du temps. Et du coup, on garde quand même cet esprit de cartes un peu techniques et cet entre-deux qu'on peut trouver chez toi ce dont tu parles, Marc, justement, entre avoir l'hexagone, pouvoir calculer des distances et et en même temps pouvoir s'immerger avec des beaux dessins. Après, il y a aussi une chose, je pense que l'influence de jouer en VTT joue beaucoup parce que un truc bête, c'est que quand tu joues juste sur table, tu vas pas imprimer toutes les cartes à la bonne taille pour placer tes figurines et tout ça, donc tu faisais juste des petites cases. Le gars pouvait éventuellement reproduire ces cases là lui-même sur son autre plateau de jeu ou peut-être l'interpréter. Là où aujourd'hui, justement, tu peux mettre ça directement en VTT, peu importe la taille de la carte du donjon, il peut être absolument énorme et tu peux venir avec tous les détails justement avec les fichiers numériques et poser tes petits pions dessus et ça fonctionne bien. Et en plus, même vendre, on sait qu'il y a autre chose, c'est qu'il faut aussi vendre des jeux de rôle et il faut que ce soit un petit peu plaisant et esthétique. Et les cartes techniques ont un peu moins sont moins tape à l'œil forcément. Donc quand tu sors ton module où t'as juste un blueprint, c'est pas très aguicheur. Là où t'as un super donjon avec tous les petits détails et tout ça, forcément là, ça va être un petit peu plus aguicheur. Et en même temps aujourd'hui, tu vois, tu disais que tu t'étais intéressé par l'OSR.
tu as aussi tous les gars qui font de l'OSR aujourd'hui, utilisent un peu le prétexte esthétique de cartes très épurées, qui fait appel justement à toute la nostalgie pour proposer justement des donjons beaucoup plus simples d'un point de vue esthétique et permettre quand même de proposer de partager des cartes et que ça coûte moins cher en termes de production aussi de livres comme par exemple ce qu'on peut voir chez Shadow Dark aujourd'hui ou ce type de ou le Black Hack ou ce genre de choses où on va te proposer des cartes beaucoup plus épurées et qui doivent coûter moins cher à produire et en même temps qui ont cette petite touche un peu nostalgique qui fait penser justement aux cartes des années 80 et voilà. Je sais pas si j'ai été clair, mais moi je suis très très client de ça. Bon, il y a toujours eu des indés qui proposent des choses excellentes. L'OSR permet juste, avec le succès qu'il rencontre en ce moment, de les mettre un petit peu plus en lumière. Il y a toujours eu de très très belles propositions. Et moi, c'est ce qui me régale avec ces propositions-là, c'est qu'on n'est plus vraiment structuré par quelque chose à très grande échelle qui a besoin d'être d'en mettre plein la vue. Bon, pour se vendre aussi, comme tu l'as dit, parce qu'il y a le budget derrière. Mais ça ouvre aussi des propositions artistiques vraiment atypiques, vraiment surprenantes parfois, tout en restant sur des cartes simplistes, mais avec cet héritage années 80, mais avec des visuels vraiment surprenants. Moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, que j'aimerais pouvoir faire un petit peu plus souvent aussi dans mon boulot. Mais oui. Oui. Alors là, c'est pas mal que tu parles des VTT, parce que on est dans l'évolution logique puisqu'on est parti des origines de la carto et de maintenant vers quoi on se dirige. Qu'est-ce que Stéphane, tu veux qu'on moi j'aurais voulu parler, mais ça va peut-être être rapide, qu'il y a certains jeux de rôle alternatifs, indépendants, souvent à narration partagée, qui proposent, qui est justement pas de cartes et qui pose sur la table une grande feuille blanche à 3. Le maître de jeu va juste noter au milieu de la carte le camp des joueurs. Alors là, je pense à un jeu, je ne retrouve pas exactement le titre malheureusement, mais je crois que c'est une histoire de famille où on joue une sorte de famille d'Inuits à qui il arrive des aventures. Donc sans maître de jeu, et chaque joueur va pouvoir noter sur la carte un lieu qui est en rapport avec son personnage. Donc ça va par exemple être la zone de sage, ça peut être les cavernes sacrées où on voit une fois par an, ça peut être la grande montagne où il y a l'épreuve des adolescents quand ils passent à l'âge adulte. On est dans une ambiance un peu Inuit, Miyazaki. Et progressivement, voilà, cette page blanche posée au milieu de la table va avoir des petits dessins pas très jolis, faits par les joueurs qui vont créer une carte du monde. Vous avez connaissance comme ça en tant que cartographe, vous avez connaissance de jeux de rôle qui utilisent cette mécanique de création par les joueurs, ou alors est-ce que vous l'avez utilisé dans vos parties de jeux de rôle, ou qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça vachement intéressant de lâcher le crayon au profit de quelqu'un d'autre, parce que l'expertise qu'on peut avoir technique sur une qualité de dessin est parfois un frein à l'imaginaire et parfois un frein à ce que d'autres pourraient imaginer par rapport à ce qu'on raconte. Donc, donner le crayon à quelqu'un d'autre, c'est vachement bien. Il faut juste que les joueurs avec qui vous faites ça soient des gens que vous connaissiez bien pour qu'ils n'aient pas la crainte de se sentir jugés de la piètre qualité du dessin, si c'est le cas, ou de l'excellence du dessin par rapport à ceux d'à côté qui sont tout pourris. Donc, je pense que c'est pas un truc à mettre entre toutes les mains, mais c'est super enrichissant parce que, même pour le maître de jeu, d'abord, c'est fondamentalement créateur de contenu. Et ce qui est intéressant dans la carto, c'est qu'elle pousse à créer du contenu et à raconter des histoires. Et donc, grâce à ça, moi, ça me semble être... Moi, j'ai pas eu l'occasion de pratiquer ça. Ça m'intéresserait vachement si j'avais l'occasion. C'est bien un truc que j'aimerais... Mais alors, dans ce cas-là, en tant que joueur. Je préférerais l'expérimenter en tant que joueur.
Il y a aussi toutes les pratiques de Westmarch où en fait on part d'un point et en fait ça peut être d'ailleurs des Westmarch qui sont énormes où il peut y avoir des centaines de joueurs et de MJ qui partagent en fait à la même création de cet univers en fait collectif où on part d'un point et on va explorer des zones au fur et à mesure et on va à chaque fois les gens vont dire ah ben là il y a une ruine, là il y a une forêt, là il y a une montagne, ce genre de choses et on va faire comme ça on va construire le monde en même temps qu'on l'explore qui est une pratique c'est un truc qui est très qu'on trouve de plus en plus cette manière de créer et du coup il y a à la fois la cartographie qui se fait et la cartographie va construire le monde en fait en plus avec les rapports de partie ça c'est dans cet esprit là de carte collaborative il y a ça que je connais. Après je pense qu'aussi il y a des choses à aller voir à mon avis qui doivent être assez pertinente que tu en parlais Stéphane. Moi je regarde pas assez mais du côté du jeu de société justement sur l'utilisation des cartes que ce soit des gens qui vont les utiliser pour aller faire des ressources, des conquêtes de territoire, ce genre de choses. Je pense qu'on a une pratique presque un peu dans le jeu de rôle basique de la cartographie. Je pense qu'il y a des endroits où en particulier dans le jeu de société je pense qu'on peut trouver des choses beaucoup plus intéressantes et créatives que l'utilisation qu'on en fait dans le JDR qui est presque un peu très on te montre un petit peu à quoi ça ressemble et comment tu te déplaces dedans et pas tellement en termes de système de gameplay même. Alors là je viens de partager le lien du jeu dont je parlais qui s'appelle De mauvais rêves de Sandron, où donc on joue ces familles d'Inuits qui a des rapports, c'est uniquement axé sur les rapports familiaux entre les membres d'une même famille, et la carte, on la crée donc au fur et à mesure sur une page blanche. Alors évidemment, la page blanche qui est posée sur la table, c'est la neige de et c'est donc collaboratif. Et pour revenir à ce que tu disais, Gogots, dans la table ronde d'hier soir, qui était sur les mécanismes de cartes dans le jeu de rôle, il y avait Trollcraft pour son jeu Tel Ulysse. Il a matérialisé l'océan où est perdu Ulysse par un quadrillage de 12 cartes de jeu qui peuvent être variées. Il nous conseille d'utiliser des cartes variées, mais qui ont dans son image, c'est des cartes qui ont des vagues dessus. Et il a un petit bateau avec un bouchon en liège qui se déplace sur les mers. Et à chaque fois qu'il arrive, il change de carte pour aller vers le lieu de résidence d'Ulysse, enfin la maison d'Ulysse, son havre. Et ben, on retourne la carte. Et il y a l'événement qui est noté dans le dos de la carte de l'autre côté. Donc, en fin de compte, les cartes à jouer, c'est à la fois des cartes d'événements qui sont tirées, mais c'est à la fois une cartographie de mer qui est posée sur la carte physiquement. Donc là, lui, avec son jeu, donc tel Ulysse, il tapait sur les deux thématiques, cartographie et cartes à jouer. Donc c'était assez sympa. Je vais partager le lien après. Vachement bien ce jeu, il est très simple à mettre en place, les règles sont très simples, on peut même le tester tout seul, y jouer, j'avais fait une partie comme ça tout seul, c'est vachement bien. Tu peux le remettre le lien? Ça m'intéresse. Ouais, je vais le mettre, je reviens sur je reviens. Et alors sinon, est-ce que l'un de vous aurait envie de parler sur les 5 ou 10 minutes qui nous restent sur quel futur vous voyez pour la cartographie ou les cartes de jeu de rôle? Alors, peut-être en mode futur prospectif, vous voyez l'avenir, ou peut-être c'est quoi la tendance moderne que vous avez l'impression qui arrive? Alors, l'IA. Non, il faut surtout pas parler de ce sujet-là. Priorité aux créateurs. De toute façon, toujours priorité aux créateurs. Et je sais, moi, j'ai pas d'avis là-dessus fort. D'abord, je suis un vieux et j'essaye de pas être un vieux con, mais parfois c'est difficile avec tout ce à quoi on est confronté. Moi, j'ai passé ma vie à faire de la création, que ça soit en graphisme ou en jeu de rôle ou en maître de jeu ou en joueur. Cette création, je me la suis appropriée. J'ai essayé qu'elle soit la plus personnelle possible. J'ai du mal à imaginer cet avenir où c'est l'algorithme qui va décider pour moi. Donc, bon, à ce niveau-là, moi, j'ai pas d'opinion et la seule opinion
que je pourrais avoir, c'est la crainte qu'on perde beaucoup plus qu'on gagne. Donc, après, glamour extérieur. Glamour extérieur. Glamour extérieur. Une carte de ville. La ville s'appelle Glamour et elle est dans un cratère, elle est sur le bord d'un cratère. Ouais. Et elle fait un demi-cercle parfait parce que le cratère est sur l'autre bord. D'accord. Ouais, donc moi j'ai pas de glamour. D'accord. Moi j'ai pas d'opinion. Enfin, je n'ai que des opinions inquiètes, donc je vais pas plomber la fin du débat. Je vous laisse la parole à tous les deux. Moi, j'ai peur de pas faire mieux pour ce qui est de l'optimisme, enfin en tout cas pour ce qui concerne l'IA. Alors l'IA, moi personnellement, je ne considère pas ça comme un outil. Le truc se base quand même juste pour pouvoir fonctionner correctement sur le pillage du travail d'artistes qui n'ont jamais donné leur consentement pour ça. Donc pour moi, c'est hors sujet, bêtement. Ensuite, pour ce qui est de l'avenir de la carto, l'avenir, bon, pas de talent prophétique ou quoi que ce soit, je peux juste voir les évolutions que je vois en ce moment. Le VTT, ça marche bien. Peut-être, alors une petite inquiétude quand même pour certaines choses qui ont tendance à amener le jeu de rôle sur table un petit peu plus du côté du jeu vidéo. J'ai rien contre, mais disons que la frontière entre les deux est un petit peu poreuse quand je vois certaines choses qui sont en train de se préparer. Par contre, si ça permet à un public qui est habitué aux jeux vidéo de se familiariser avec le jeu de rôle sur table, ses règles et ces choses-là, je pense que c'est une bonne chose. Uniquement dans ce sens-là. Dans l'autre, je trouve ça un petit peu dommage. Je pense, comme on en parlait avec Stéphane l'autre jour, qu'il serait peut-être préférable de donner les outils pour ceux éventuellement qui ne peuvent pas se voir autour d'une table, pour recréer cette expérience de la façon la plus fidèle possible, même à distance. Qu'est-ce que je voulais ajouter, Gogots, si tu veux, si tu as fini, je veux bien donner mon point de vue. Alors moi, il y a quelque chose quand même que je trouve. Alors il y a l'IA, mais même à côté de ça, il y a quand même beaucoup. Aujourd'hui, tu parlais JM de gens qui n'ont pas les talents artistiques ou qui ont peur de se mettre dedans. Il y a quand même un ribambelle aujourd'hui quand même de logiciels qui permettent de faire des belles cartographies. Et ça, moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un qui n'a pas de dessin, mais qui a des idées et tout ça, puisse utiliser des logiciels pour mettre sur papier ou en image ce qu'il a en tête. Il y a plein de choses. Il y a pas des trucs, des applications comme Incarnate ou des Dungeon Draft. Voilà, il y en a des ribambelles qui sont qui vont être très très intéressantes. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de choses aussi dans ce qui va être des cartes animées, c'est-à-dire de donner vie carrément à la carte, vu qu'on passe par des VTT ou même même des gens maintenant utilisent par exemple se font des tables avec des cartes, des tables avec un écran intégré à l'intérieur ou même projettent c'est-à-dire la map dans sur une télé ou ce genre de choses. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que l'image devient animée, en fait c'est une vidéo, ce genre de choses. Il va y avoir aussi, même avec toutes les VTT, des cartes qui vont être très interactives. Alors effectivement, on rentre dans une esthétique qui est du jeu vidéo. Pour moi, ça ne pose pas spécialement de problème. Je trouve que c'est juste une autre manière de le faire. Alors effectivement, on peut ne pas aimer ça. Ça peut casser ce côté. Souvent, ce qui est un peu reproché justement aux interfaces un peu trop automatisées ou un peu trop dites jeux vidéo, c'est que ça, on casse une partie du plaisir de jeu de rôle, c'est-à-dire de se faire son théâtre imaginaire dans sa tête, c'est-à-dire où chacun se projette sa propre vision. Alors effectivement, ça casse un peu ça amène d'autres choses, ça amène une autre pratique. Moi, je pense que les deux peuvent très bien cohabiter. Je pense qu'il y a des fois on est sur des parties qui n'ont pas besoin justement d'avoir de cartographie ou même en fait pas que de cartographie mais même de visuels énormes où ça se passe essentiellement dans la tête des joueurs et dans les descriptions via la parole, mais
la cartographie ou des supports visuels très importants, même en 3D, plein d'autres choses. En fait, tu vas être moins dans la description, mais tu vas toujours jouer ton rôle de personnage. Tu vas toujours, incarner des personnages, parce que ce qui est un peu l'essence d'un jeu de rôle, et de créer une narration collective. C'est-à-dire l'essence reste là. Je dirais même, moi, je suis même assez fasciné, par exemple, de ce qu'on peut voir dans le RP. Comme les GTA RP pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire des gens qui utilisent le jeu vidéo comme un cadre de jeu pour faire du jeu de rôle, pour interpréter des personnages. C'est des pratiques assez différentes, mais je pense pas qu'elles se mangent l'une à l'autre. Je pense qu'on peut passer d'ailleurs de l'une à l'autre sans problème. Il y a des gens qui font du jeu de rôle un peu classique, qui vont faire du RP où là, vraiment on est dans un jeu vidéo. Le jeu vidéo est un support pour faire du jeu de rôle. Et la cartographie, après par exemple, il y a ce que propose par exemple Wizard of the Coast, là, qui va être Sigil, qui est un univers complètement en 3D. Moi, je pratique aussi régulièrement sur des tables de jeux virtuels en 3D qui s'appellent par exemple Telspire, qui est aujourd'hui je trouve le truc le plus abouti pour faire ça, où en fait tu joues avec une boîte de Lego et en fait au lieu de créer ta carte en 2D, tu vas avoir une interface où ta carte qui est en 3D. C'est effectivement, il y a ce côté très jeu vidéo qui donne une imagerie très particulière, et en même temps, en termes de possibilités de jeu, c'est hyper intéressant ce que ça crée avec les joueurs, c'est-à-dire de se projeter dans un espace qui est en 3D et ou dans lequel tu étais très libre. Tiens, mais attends, je vais passer sur le toit. Attends, il y a cet élément-là. En plus, c'est vraiment comme des Lego, c'est-à-dire on peut bouger les éléments physiquement. Je prends cet élément-là, je vais le mettre là, je vais bloquer la porte avec cet élément-là. Ça crée aussi, ça stimule l'imaginaire. Il est stimulé différemment que quand on est juste dans le théâtre de l'esprit, si je puis dire, mais il est aussi stimulé. Donc moi je trouve que ça fait des choses qui sont assez intéressantes. Et après tu as ce que permet aussi là on nous montre des belles images, mais ce que permet aujourd'hui l'informatique et le numérique en termes de détails, ou même toi ce que tu as fait là Marc avec tes petites cette illustration du disque monde où tu peux aller vraiment dans le détail, où on va pouvoir zoomer à l'intérieur, même pouvoir avoir même j'avais vu ça sur la Elite, c'était sur comment il s'appelait ce site AidDD, où ils avaient fait une carte interactive, et c'était génial parce que tu y allais, tu pouvais zoomer, tu pouvais cliquer sur l'endroit pour savoir ce qu'il y avait. Il y a plein de en fait plein d'outils qui permettent de faciliter la balade dans un monde, qui permettent de créer des nouveaux espaces de jeu, moi que je trouve assez intéressant. J'aurais juste aimé rebondir brièvement, juste quelques mots sur ce qu'a dit Gogoz, à propos de tous ces outils qui sont offerts aujourd'hui pour créer des cartes, tous les outils numériques, tous les logiciels, etc. On a vaguement évoqué l'IA. Mais il y a quelque chose qui me semble important. C'est une idée qui a été suggérée par Sandy Julien il y a quelques temps quand on parlait de ça. C'est l'importance quand même pour les joueurs ou pour les meneurs, meneuses, de s'approprier leur propre créativité. Et quand vous vous appuyez trop sur les outils numériques qui sont géniaux, on peut faire des choses fabuleuses avec, même moi j'en ai utilisé, il y a des trucs très très sympas, qui sont très fun et qui permettent de gagner du temps. Mais ne vous privez pas de votre propre créativité, prenez un crayon, dessinez des trucs, essayez de faire des choses qui viennent de vous. Ce sera peut-être pas extraordinaire au niveau technique, mais c'est vous, ça vous ressemble. Donc ce serait pas mal que les joueurs, joueuses se réapproprient un petit peu cette créativité. Alors, comme on a parlé des jeux qui permettent de le faire, justement, où c'est inclus dans le gameplay, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Ne vous privez pas de cette possibilité, de cette façon de vous exprimer, de mieux vous connaître, parce que tout ce que vous mettrez sur le papier, ça vient de vous. Ça, il n'y a aucun outil numérique qui peut le remplacer. Juste, il y a un truc aussi, je suis d'accord avec toi, faut pas hésiter à faire des trucs moches, c'est pas grave. C'est très bien de faire des trucs moches. Moi, je fais plein de trucs moches et faut pas hésiter à les faire. Après, t'es pas obligé de les montrer. Et aussi, c'est un travers qui est aujourd'hui, c'est justement de pas trop se comparer.
d'ailleurs dans le jeu de rôle, mais comme ailleurs, avec ce que l'on voit, que ce soit dans sa pratique de MJ, dans sa pratique de cartographie, c'est-à-dire par exemple avec les actual play, il y a beaucoup de gens qui se mettent un peu la pression. Ah, putain, non, mais je veux pas montrer cette carte, elle est pas terrible à mes joueurs. Ah, j'ai peur de pas être un bon maître du jeu et tout ça, parce que j'ai vu Critical Role, toi qui a bossé avec, quoi, où c'est que des acteurs qui jouent. Ah, du coup, c'est intimidant. Et effectivement, il y a ce truc-là du jeu de rôle, de se dire non, mais c'est pas grave, t'as le droit il y a pas de mauvais MJ. Ce qu'il faut, c'est que autour de ta table, tu t'amuses bien. Et de la même manière, moi, ce qui est bien avec ces outils, c'est que ça te permet de pallier à ça, c'est-à-dire de se pallier de cap. C'est-à-dire, je préfère quelqu'un qui se dise, je vais faire mon propre univers et je vais utiliser Incarnate parce que ça va être à peu près joli, et j'ai pas peur de le montrer. Et en même temps, ce sera mon propre univers, que de se dire, bon, je vais pas le faire parce que je suis pas capable de créer ma carte. Mon truc, ça va être juste de trimer mes petites cabanes, ça va être pas mes cabanes, mes montagnes, ça va juste être des petits triangles, ça va pas être joli. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mais ces outils numériques aussi te permettent aussi, je pense, à certains de passer le cap. Ok. Eh ben, je pense qu'on va rester sur ça comme mot de la fin. L'idée de tant que les joueurs, que les maîtres de jeu tentent leurs cartes, et que ces cartes-là, leurs cartes emblématiques ou marquantes suite à une utilisation et une création directe dans une partie de jeu de rôle ou une tentative. Eh ben, merci beaucoup. Bah de rien, c'était un plaisir. Merci à vous. Merci de l'invitation. Merci. Et puis j'espère que tout le monde en a profité et a appris plein de choses. Ça a l'air d'être le cas dans le chat, donc c'est parfait. Ouais, c'est chouette. Et donc, on va rendre l'antenne et n'oubliez pas les dons. Faites lundi soir. Qui vont directement aux 4 associations, et le t-shirt du Roll Event achetable sur notre boutique, dont les bénéfices seront reversés aux 4 associations. Bonne conférence table ronde qui commence à midi sur l'illustration des cartes à jouer qui influencent le jeu de rôle et vice-versa. Et à la suite, à 14h, en rapport avec notre sujet, il y a une démonstration de création de cartes sur Incarnate, qui est donc un logiciel très facile d'accès, mais quand même, par Lali, qui nous fait un atelier de création de cartes sur Incarnate en direct. Et ça continue après, mais ça, je vous laisse découvrir sur le programme du site. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Salut. Au revoir.